On n'est jamais pleinement préparé à vendre son entreprise. C'est pourquoi on a créé Cash Out, un format où chaque semaine, on reçoit un entrepreneur qui a vécu les montagnes russes d'une session d'entreprise et qui vous raconte les coulisses de la vente de sa boîte. Aujourd'hui, on reçoit Guillaume de Kergariou. Je vous propose de le découvrir, comme toujours, en musique dans Cash Out. Une musique que les habitués de Cash Out maintenant connaissent par cœur. Je suis pas le premier à la choisir. Ouais, mais le one shot, one opportunity, ça parle à tout le monde. Exactement. Faut pas rater les opportunités qui se présentent. Ravi de t'avoir avec nous. Salut Thomas, ravi d'être là. J'ai appris que tu étais déjà auditeur du format. Tu avais déjà vendu la boîte, donc ça t'a pas servi à grand chose. Ouais, je t'écoute attentivement. J'adore écouter et comprendre le chemin parcouru par les entrepreneurs. Eh ben, merci de venir témoigner aujourd'hui. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. Tu chantes? Je serais un peu moins bon qu'Eminem. Hein. Ça va trop vite. Est-ce que la prod peut monter le son? It don't matter, he's dope, he knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't you better lose itself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. This soul's escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world. Ah, il envoie Eminem, hein. Ben toi aussi tu vas envoyer, c'est la promesse du jour. On va raconter donc la session de Needhelp, une boîte que tu as créée en 2014, tu l'as cédée en 2020 au groupe Kingfisher, un groupe qui pèse je crois à peu près 13 milliards. Ouais. C'est ça, anglais. Groupe coté en Angleterre, ouais. Propriétaire je crois entre autres de Castorama et de pas mal d'autres belles enseignes. Castorama, Brico Dépôt en France, B&Q en Angleterre, qui est le très gros acteur anglais, Castorama en Pologne aussi, Brico Dépôt, Portugal, Espagne. Ce qui nous intéresse, c'est, je le disais en intro, hein, c'est les montagnes russes d'une session de boîte, par quoi passe l'entrepreneur, à quoi il faut être préparé, et il n'y a pas une histoire qui se ressemble. Ce qui intéresse aussi, en tout cas, ce qui permet de se projeter, de se comparer en tant qu'auditeur, spectateur de Cash Out, c'est de savoir à peu près combien sur un secteur donné, avec un acteur, un repreneur type, on est capable de céder sa boîte à un instant T. Il y avait un chiffre qui était sorti dans la presse, je crois autour de 10 millions. Il me semble, moi, par les infos que j'ai, que c'était plus entre 10 et 40 millions. Tu peux... Donc effectivement, on a le chiffre qui a été communiqué, c'est 10 millions en 2020 dans la presse. Après, le deal est toujours plus structuré que ce qu'on explique dans la presse. En général, il y avait différents volets, dont effectivement des compléments de prix et puis du financement aussi de la croissance de la boîte. Je rappelle, Needhelp, c'est une marketplace de services pour déléguer les petits travaux du quotidien. Ce qui a fait votre succès, c'est en fait de vous faire distribuer par les retailers, donc des castos, etc., et de proposer à leurs clients de venir faire les petits travaux, les installations chez eux. Cette session, elle t'impliquait pour 5 ans, t'étais loqué 5 ans. En tout cas, ça c'était le plan. Ce sera un peu moins. En 2023, au sein du groupe, tu vas créer une autre boîte qui s'appelle Octorénov. On en dira un mot après. Et là, tu vas finalement racheter Octorénov et
prendre. Nidelp également. C'est pas tous les jours qu'on a une histoire de rachat. C'est arrivé 2-3 fois, je crois, dans Cash Out, mais l'idée, c'est qu'on parle un peu dans le détail de toutes ces négociations successives et de par quoi toi t'es passé. Un mot quand même sur ce choix d'Eminem pour lancer ton épisode. Ah, carrément. Bon, déjà, le peps d'Eminem, ça te donne une patate de dingue. Et surtout, sur le fond, moi, je crois beaucoup à cette idée que tu as des opportunités qui se présentent une fois dans la vie d'une manière générale et aussi dans ta vie d'entrepreneur. Et en fait, tu as vraiment des moments clés que tu peux pas rater. Et je crois que c'est ce qu'on a réussi à faire sur Nidelp dans la vie de la boîte. Il y a des étapes qu'on a réussi à passer qu'il fallait pas manquer. Ne pas rater une opportunité, souvent une rencontre, c'est de la chance ou c'est une capacité à savoir ce qu'elle peut devenir et donc à la saisir? Je pense que c'est toujours un mélange des deux. Tu as une exécution de boîte avec ta vision, avec ta compréhension de marché, avec tes partenaires, tes clients, tes actionnaires. Et puis à un moment donné, il y a des rencontres. Et c'est là où tu saisis l'opportunité de la rencontre ou tu la laisses passer. Nous, on a toujours essayé de faire du levier sur les rencontres, que ce soit dans nos étapes de levée de fonds, dans les signatures des gros partenariats clé dans le développement de la boîte, du modèle de Nidelp. On a toujours été mis en concurrence sur les très gros appels d'offres pour intégrer notre place de marché. Et sur ces très gros appels d'offres, notamment quand tu démarres l'activité, soit tu les gagnes, soit tu les perds. Si tu les perds, tu prends un chemin qui est beaucoup plus compliqué. Et plus lent. Plus long et plus incertain. Je te propose de rentrer officiellement dans le dur du deal, en tout cas de l'épisode, avec ce moment clé, celui quand même, une vie d'entrepreneur bascule, t'as un avant, un après, c'est le jour où tu signes, le jour où tu closes le deal. Et pour parler de ce jour-là, pour nous remettre dedans, le réveil, t'as choisi de partir avec The Verve, Bittersweet Symphony. Hier soir, on a fait un karaoké avec l'équipe. Ouais. J'ai l'impression que t'as au moins une de tes musiques sur 2 qui est passée. C'est vrai. Donc là, je sais pas si c'est pour ça, mais dans le clip, il marche seul dans la rue. Ouais. La tête un peu baissée, mais avec quand même pas mal d'entrain. Ouais, en fait, moi je trouve que c'est une mélodie que j'aime bien parce on a l'impression qu'on arrive sur un nouveau chapitre. Je la trouve, mine de rien, assez positive et je trouve que c'est un peu la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Et c'est ce que ça m'évoque comme mélodie. Donc, et la vente, évidemment, et le jour de la vente, évidemment, un moment où c'est quand même un pivot dans une vie d'entrepreneur. Mais t'as des musiques, tu vois, qui vont de l'avant, où il y a quand même cette ambiance de je vais tout casser, tout péter. Là, c'est je vais de l'avant. T'as quand même cette dynamique et en même temps un brin de nostalgie quand même dedans, quoi. À fond. Et je vais te raconter pourquoi. Mais le jour de la vente, j'ai des sentiments qui sont très partagés. Parce qu'en fait, tu t'es vraiment, on va dire, en haut de la montagne. T'as escaladé pendant 7 ans et en fait t'as atteint quelque part un milestone. Tu laisses derrière toi, avec un peu de nostalgie et de mélancolie, tout l'écosystème que tu as construit jusqu'à présent pour aller vers un nouvel écosystème avec tes repreneurs, avec un industriel qui rachète la boîte. Tu laisses qui comme écosystème à ce moment-là ? Tous mes actionnaires qui m'ont suivi jusqu'à présent, donc du Friends and Family, mais aussi les groupe suisse. Le groupe suisse, donc, qui est le groupe Moss Frères, qui est rentré au capital en 2017 pendant la première levée de fonds d'1,5 million. Ton board que tu as construit, qui t'a amené jusqu'à cette étape-là.
Une histoire de session, elle se construit jamais seule. Et puis aussi, je vois bien aussi venir qu'il y a une partie des équipes qui vont probablement évoluer après l'acquisition par Kingfisher. Donc tout ça, tu le sens venir, tu sens qu'il va se passer quand même des choses, il y a des choses qui vont basculer. Et évidemment, il y a un peu de nostalgie de ces 7 ans de boulot où tu t'es impliqué, où moi je me suis impliqué en tout cas avec passion, avec la passion de l'entrepreneuriat, de la découverte de nouveaux modèles. En l'occurrence, les modèles collaboratifs, les modèles de plateforme qui permettent de distribuer quelque part son propre travail avec les plateformes, les plateformes comme Needhelp. Donc ça a été beaucoup de passion et donc la vente, c'est à la fois un aboutissement, une excitation très forte que finalement peu d'entrepreneurs connaissent dans une vie d'entrepreneur. Quand tu regardes les statistiques, on est beaucoup à créer des boîtes et c'est tant mieux. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et peu d'élus. Donc c'est un sentiment qui est quand même très particulier parce qu'il est mélangé comme sentiment. C'est pas qu'un sentiment. C'est nuancé. C'est nuancé. C'est-à-dire qu'il y a de la nostalgie, il y a de l'accomplissement, il y a beaucoup de plaisir évidemment et il y a beaucoup d'envie aussi d'aller vers le chapitre d'après. Donc on est au milieu de deux mondes, dans l'espace-temps. Et ben nous, dans l'espace-temps, on est juste le jour J. Si on ferme les yeux, qu'on se met à ta place, Guillaume, t'ouvres les yeux, t'es où ce matin-là ? Alors, le contexte, c'est celui de pas mal d'invités que t'as reçus. On est en plein confinement. Je suis chez moi, dans mon bureau. Je me réveille le matin, donc j'allume assez vite mon ordi, pas mal d'excitation. C'est prévu pour quelle heure ? Je m'attends à un closing donc dématérialisé, malheureusement qui n'est pas physique, en fin d'après-midi. Et il se trouve que la documentation arrive des avocats très, très vite, vers 11h du matin, 10-11h. Donc moi, j'étais très, on va dire, confiant. T'avais rien prévu d'autre ce jour-là ? J'avais rien prévu de particulier, j'étais avec ma femme, on était à la maison, j'étais quand même dans les starting blocks, si toutefois il y avait encore des points de négo qui émergeaient, mais en fait c'était plus on déroulait le process et j'étais quand même assez confiant sur le fait qu'on allait aller au bout de ce signing-closing qui avait lieu le même jour, signing et closing le même jour. Donc t'es à ton bureau, du coup en visio, avec tout le monde, il y a qui autour de la visio en fait, pas de la table. En fait, même pas. On n'était même pas en visio. On avait, en fait, le deal était pour tout le monde, dans l'esprit de tout le monde, il était scellé dans le marbre. Ouais. Et donc, il restait simplement. Il n'y a pas de négo de dernière minute. Il n'y a pas eu de négo. Clause. Non, il n'y a pas eu de négo de dernière minute. C'est la force d'un groupe comme Kingfisher aussi. C'est un groupe qui est très structuré, qui laisse pas beaucoup de hasard, on va dire, dans les choses. Et donc, on va dire que tous les points de négo qui ont été durs pour certains, ils ont été discutés. Et on en parlera. Voilà, on va en parler, mais ils ont été discutés avant. Donc, c'est juste un truc à signer. Ouais. Tu fais 3 clics. Enfin, beaucoup de trucs à signer parce qu'il y avait beaucoup de docs. Tu relis tout ? J'avais tout relu avant. Donc là, tout relu, tout fait relire par mes avocats évidemment. Aussi. Donc la doc était assez lourde. Hein. C'est jamais. On pense qu'une session, ça se fait. En fait, c'est assez long, assez complexe à structurer. Il y a beaucoup de points de discussion. Ça, on va en reparler, mais le jour J, en vrai, en signature électronique, tu fais 10 clics et ça te met tes paraphes partout, quoi. Ouais. Donc, et c'est peut-être aussi pour ça que tu disais, malheureusement, en distanciel, c'est que tu n'as même pas le cérémonial d'une session de boîte comme on peut l'imaginer avec le champagne ou le cocktail sans alcool. On n'a pas ça. Mais après, je vais te dire, c'est étonnant, mais je pense que nous, très souvent, les entrepreneurs, on n'a pas la culture suffisamment développée de célébrer. Fêter. On ne célèbre pas. Ouais. Moi, je me suis rendu compte. Tu passes tout de suite au truc d'après, quoi. Tu es tellement dans l'exécution et dans le qu'est-ce qui m'attend après, qu'en fait, à chaque fois que tu atteins un milestone, tu es déjà sur l'étape suivante. Sur le suivant, ouais. Et donc moi, on a toujours été comme ça, on se contente jamais de ce qu'on a, ni de ce qu'on signe, on prend des engagements, finalement, dans une boîte, tu ne fais que prendre des engagements vis-à-vis d'actionnaires, de salariés, vis-à-vis d'utilisateurs qui doivent être contentés. Et maintenant du repreneur. Maintenant du repreneur. Et donc ces engagements-là, moi je suis toujours tourné vers le futur et vers l'avenir, qui reste à construire plutôt que le moment présent de célébrer. Donc
D'ailleurs, c'est un truc qu'on a mis dans notre culture de boîte. On ne célèbre pas. Et on l'a écrit, on a dit il faut qu'on apprenne à célébrer. Ah, ok. Il faut qu'on apprenne à mieux célébrer les victoires commerciales, les victoires... parce que ça doit être aussi dans la culture de la boîte. Faut pas sans arrêt être dans une fuite en avant permanente. Sinon c'est la roue du hamster et... Exactement. Mais donc c'était quand même un jour évidemment très heureux. Je crois que j'ai même eu une petite larme de mémoire quand on a signé les docs. Et puis après, en fait, très vite, on y va, quoi. Hein. On a signé un plan de croissance très fort avec le groupe. Dès le lendemain, t'es reparti. En fait, dès le lendemain, on était confinés, donc pas de resto. T'es reparti sur place. et en fait, j'ai assez vite embrayé sur le comment. C'est-à-dire comment maintenant je vais intégrer Needhelp chez Kingfisher, comment je vais réussir le pari de l'internationalisation au sein du groupe, comment on va grossir les équipes, structurer le COMEX. Tout ça, c'était des questions qui m'ont très très vite traversé l'esprit et sur lesquelles j'ai mis mon énergie. Les objectifs que vous êtes fixés donc à 5 ans, avec tout le earn-out que tu as évoqué, c'est des objectifs qui, au moment où tu les signes, te semblent ultra réalisables, un peu ambitieux, voire même, peut-être que tu comptais même pas là-dessus et que la première partie du deal aurait pu te convenir. Donc comment, tu vois, sur l'état dans la d'esprit, philosophie, c'est vraiment un deal dans la durée qui est signé sur 5 ans avec des objectifs de croissance de la top line et de la profitabilité. Avec 2 temps, on va dire, plutôt un temps de croissance dans les 3 premières années et plutôt ensuite un temps d'augmentation de la profitabilité du modèle dans les 2 dernières années. Donc c'est comme ça qu'on le fait. Et le plan, pour répondre à ta question, est ambitieux. Mais je trouve ça atteignable. Logique, atteignable. Dans le plan, tu as en fait l'intégration du modèle Needhelp de Marketplace dans les magasins, les sites e-commerce du groupe. Donc d'abord en France, ce qu'on avait commencé à faire déjà avant l'acquisition, ce qui faisait d'ailleurs de Kingfisher un acheteur assez naturel pour nous. Déjà convaincu. Et même pour toi, pour le coup, c'est rassurant. De savoir que tu as tout un pan du business qui est normalement garanti. Souvent dans les deals, on parle de synergie, etc. Et la réalité, c'est que c'est pas toujours le cas après la signature. T'as effectivement des achats, enfin des sessions qui se font sur des pures hypothèses. Pas de test de synergie, pas d'intégration faite. Nous, on avait déjà fait un petit bout de chemin avec le groupe. On avait commencé à intégrer notre marketplace dans le parcours de Castorama et Brico Dépôt. Donc on savait qu'on avait une traction forte avec les clients du groupe et qu'il y avait une vraie opportunité à dupliquer, à pousser les niveaux d'intégration de nos solutions dans le parcours client et surtout d'aller aussi à l'international avec un groupe comme Kingfisher qui est très fort en Angleterre. J'ai peur de l'oublier tout à l'heure cette question, donc je vais la poser maintenant. Au moment où tu rentres dans un groupe comme celui-ci, est-ce que tu n'as pas peur que certains de leurs concurrents, qui sont aussi vos clients potentiellement, ne veuillent plus bosser avec Needhelp ? Alors, c'est une très très bonne question. Moi, mon premier souci, c'était de convaincre Kingfisher de garder une architecture ouverte. Donc en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Needhelp travaillait déjà avec pas mal d'acteurs notamment du bricolage, Ikea, l'ameublement, Ikea, on avait d'autres partenaires comme But, Conforama, et il était important dans la philosophie du deal qu'on puisse continuer à opérer pour différents acteurs du secteur, parce que la logique d'une marketplace, c'est pas de la rendre exclusive, c'est de la laisser se développer pour justement créer des modèles beaucoup plus puissants, performants, avec de plus en plus de vendeurs et d'acheteurs quelque part sur la place de marché, de plus en plus de liquidité entre les parties. Donc pour moi c'était très contre nature d'en faire une marketplace exclusive et ça on s'est tous tapé dans la main pendant les négos sur l'idée que c'était vraiment une bonne idée de garder une approche non exclusive de la marketplace. Ensuite, taper dans la main, c'est pas une clause qui le stipule. C'était écrit. Okay. Ouais, c'était contractuellement garanti par Kingfisher. Okay. Il y avait pas de possibilité de faire de la marketplace une marketplace exclusive. En revanche, il est évident qu'avec ce deal majoritaire, il était quand même entendu qu'on allait quand même s'occuper des clients du groupe en priorité. Ouais. Voilà.
Il était clair que le but, c'était de digitaliser au maximum le parcours d'achat des clients du groupe. Et sur leurs concurrents, et donc vos clients, autres, non issus du groupe Kingfisher, ça a frotté ou même pas? Ça n'a pas frotté. J'ai prévenu le plus tôt possible dans la session les gros partenaires de Needhelp, dont Ikea, dont tous les groupes qui nous avaient déjà Après le signing ou... Après le signing. Oui, quand même. Ouais. Et donc j'ai pris le soin de contacter globalement tous les CEO des grands groupes qui nous avaient intégrés pour leur expliquer la philosophie du deal, leur expliquer le bénéfice que eux aussi en avaient de continuer à intégrer plus de moyens mis aussi sur la solution. Donc une techno hyper aboutie, hyper automatisée pour leurs clients. Et puis finalement, surtout, je veux dire, on a aussi structuré le marché avec ces nouveaux moyens. C'est-à-dire que ça donne une marketplace robuste à l'échelle, automatisée, dont bénéficient tous les clients. Et donc en fait, le secteur en général. Ouais. Les acteurs sont pas que en concurrence. Hein. Les acteurs, ils ont intérêt à ce qu'il y ait une marketplace qui émerge. Et moi, je crois que c'est aussi ma vision. C'est sur les places de marché, c'est winner takes all en général. Hein. Il faut qu'il y ait un acteur qui émerge. Sinon, tu divises en fait. Et en réalité, il y a personne qui émerge. Et donc, ça peut mettre à risque carrément le modèle. Ouais. Je te propose un gros flashback. On revient sur les débuts de l'aventure pour comprendre son ascension. Et pour nous ramener en 2014, tu as choisi Green Day, Boulevard of Broken Dreams. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. Tout seul, et surtout un rêve brisé. Et en fait, ça c'est la naissance de Needhelp qui s'est faite avec quelque part la fin de mon premier chapitre professionnel. Dans M&A. En M&A, j'ai commencé avec 3 ans de fusion-acquisition. T'étais prêt, quoi. Ouais. Tu t'étais préparé, sans le savoir. En fait, ouais, déjà, univers exigeant, beaucoup d'heures de travail, c'est beaucoup d'intensité. Et en fait, j'étais persuadé que j'allais faire du M&A pour une bonne partie de ma vie quand je suis sorti d'école de commerce. Et au bout de 3 ans, en réalité, je suis sorti de ces 3 années assez rincé, avec la conviction que je n'allais pas en faire mon métier. Et c'est pour ça, c'est un peu broken dreams, parce qu'en fait, il faut enterrer ses rêves et en trouver d'autres. Pour en trouver d'autres. Et donc, je commence à réfléchir à ce moment-là à cette idée de plateforme collaborative pour des services à domicile qui me trotte dans la tête des jours. Et à ce moment-là, je fais un voyage, une sorte de voyage hyper cool où je fais un mariage d'un de mes très bons potes d'enfance que j'avais pas vu depuis quelques années. Donc on est en Israël c'était la première fois que je mettais les pieds en Israël. On reste une semaine sur place. Première fois dans un kibbutz. Et première fois dans un kibbutz, on fait un voyage entre Tel Aviv et Jérusalem avec finalement des copains d'enfance que j'avais pas vus pour certains depuis 25-30 ans. Donc vraiment des copains de primaire et
Et donc on se retrouve dans Ski Boots un soir et je me dis bon tiens je vais tester mon idée là, je vais parler de Needhelp, je vais pitcher le projet et on va bien voir ce que ça donne. Et en fait, le pitch, c'est pas tout à fait Needhelp. C'est une vision beaucoup plus large. C'est une vision de future of work, d'une manière générale. Donc, c'est l'idée de se dire qu'avec les plateformes technologiques, les places de marché, on peut distribuer son travail soi-même. Et donc, c'est l'idée d'avoir une marketplace généraliste où on peut proposer ses services finalement à tous ceux qui en ont besoin. Et donc on commence je commence mon idée avec cette approche beaucoup plus globale qu'une plateforme de bricolage et de petits travaux. Et d'ailleurs, ça va pas s'appeler Needhelp au départ, ça s'appelait Pour combien ? Pourcombien.com. Pour combien ? Ouais, qui était le premier nom parce qu'on avait cette Needhelp, idée. C'était mieux. et Needhelp, on préfère. C'était cette idée un peu de modèle d'enchère que j'avais au départ. Et en fait, donc à l'époque, pour combien.com. Pour combien.com, ça a adressé plusieurs solutions, plusieurs services, du babysitting, c'est très large. Ouais. On pouvait proposer ces services informatiques. Dans l'idée, c'était vraiment cette idée de plateforme globale où des freelances IT, babysitters, bricoleurs, peu importe, pouvaient finalement distribuer leur travail de manière décentralisée. Ça, finalement, c'est un peu l'inverse du salariat où tu es dans une logique pyramidale. Et d'ailleurs, mon expérience perso en M&A, qui était en banque, tu es dans des univers assez... t'es dans un monde assez pyramidal, en fait, surtout quand tu démarres, tu es junior, etc. Et en fait, j'en étais un peu sorti... je questionnais un petit peu ce modèle parce que moi, je m'étais pas spécialement épanoui dans cette approche. Et donc, j'étais particulièrement excité par l'idée d'avoir, par la technologie, d'ouvrir complètement le champ des possibles. Et donc, ma vision, elle est partie de cette idée que le travail... C'est la méritocratie accessible à tous. Ouais. Et ce qui est très drôle, c'est que dans Ski Boots, le retour que j'ai de mes potes à ce moment-là, j'ai une espèce de retour unanime de gens qui me disent je vais investir dans ta boîte. Si tu fais ça, c'est sûr que je veux investir et c'est sûr que je veux faire partie de l'aventure. Cette vision en 2013 sur ce future of work, comme tu le dis, c'est assez précurseur. Ouais, t'avais les premières grosses plateformes collaboratives qui émergeaient, Blablacar, Airbnb. J'aime pas trop citer l'exemple d'Uber parce qu'on est sur un modèle qui est plus... un peu différent, ouais. Qui est plus... Uberisé. Voilà, Uberisé. Ils ont pris le nom. Qui a été plus brutal, on va dire, dans son approche, dans le modèle global. Mais voilà, donc c'était assez précurseur. Aujourd'hui, tu as des entrepreneurs hyper connus qui, en fait, théorisent très bien ce future of work, qui te disent que Naval Ravikant, par exemple, qui est un entrepreneur qui a fondé AngelList et qui a été un des premiers gros investisseurs dans Twitter et d'autres boîtes de la Silicon Valley, il te dit la taille d'une entreprise aujourd'hui, elle dépend du nombre de ressources qui sont internalisées versus externalisées, et il te dit l'avenir est plutôt celui des créateurs et des indépendants que celui de boîtes qui grossissent en internalisant de plus en plus finalement leurs ressources avec un modèle pyramidal. Je trouve ça extrêmement intéressant qu'on en soit à ce type de débat aujourd'hui, 10 ans après la création de Needhelp. Je reviens donc sur les origines. Pour combien.com va devenir Needhelp. Du babysitting, jardinage, bricolage, tu vas choisir la version petits travaux bricolage. Un mot sur le pourquoi. Alors, parce que ça va aussi expliquer la suite. La suite de l'histoire. En fait, on lance sur un modèle B2C qui est coûteux, en fait, qui est pas évident. Coûteux parce que tu as les coûts d'acquisition avec les canaux digitaux habituels, type Google ou autre. Et en plus de ça, sur des multiverticales et sur une place de marché, tu dois acheter la supply et la demand à chaque fois. Et ce ne sont pas les mêmes compétences, ce ne sont pas les mêmes profils entre quelqu'un qui vient monter des meubles et quelqu'un qui va garder des enfants. On n'est pas du tout sur les mêmes process de vérification, on n'est pas sur les mêmes profils d'intervenants. Donc, en fait, créer la liquidité sur une place de marché sur autant de verticales en même temps, surtout au lancement, le lancement, c'était en fait pas possible. Donc j'ai conclu qu'il fallait recentrer l'activité sur les verticales à succès et le bricolage, les petits travaux, l'aide au déménagement, le jardinage, c'est vertical, on va dire plus manuel.
rencontrait beaucoup plus de traction et de succès. Donc ça m'a permis déjà de ne pas défocus mon effort marketing. Ok. Et la deuxième raison, ça va être un peu l'évolution de la boîte, c'est des rencontres, et c'est là où il faut savoir les saisir. J'avais fait des rencontres avec des acteurs du bricolage, donc, dont Brico Dépôt dès 2015, donc début de l'activité en 2014, rencontre avec Brico Dépôt en 2015. Et là, je comprends qu'on peut trouver un go-to-market B2B2C plutôt que B2C en intégrant notre solution dans le parcours des retailers. Et donc, ça veut dire plus de coûts d'acquisition pour tes clients, enfin pour les clients finaux. Donc, un coût d'acquisition qui baisse. L'approche en fait philosophique derrière, c'est un business même, c'est de dire vous avez des magasins, vos clients ils sont en phase projet et en fait ils ont besoin d'être accompagnés pour installer. Voilà, c'est aussi bête que ça, donc c'est faire 1 + 1 = 3. Et puis surtout, si tu leur proposes pas d'installer tout de suite, potentiellement t'en as qui vont soit aller voir ailleurs, soit retarder en tout cas l'achat. Donc, tu deviens un outil d'aide à la conversion, en fait, pour tes partenaires retail. Et donc, on comprend qu'on peut baisser notre coût d'acquisition, puisqu'au lieu de dépenser finalement, mettre des coûts marketing hyper élevés sur Google, ton client, il vient tout simplement du partenaire, Brico Dépôt, Casto, Ikea, et c'est gagnant-gagnant. Rapidement, parce qu'on pourrait faire 2 heures sur à peu près chaque phase. Là-dessus, très rapidement, il va y avoir une série A. 2017. Ouais. Oui, donc 2017, 3 ans. Série A. Qui est en fait le fruit de la démonstration de ce modèle B2B2C. On démarre en fait les phases de test avec les Brico Dépôt, les Castorama, et effectivement, on comprend qu'il faut déployer nationalement les solutions. Donc là, il faut investir plus massivement dans la technologie, dans l'automatisation et dans les déploiements tout simplement de la solution, la formation des équipes de vente. Donc on est vraiment dans un accompagnement de l'intégration de nos solutions nationalement. Et ça justifie le déclenchement de notre série A qui était d'1,5 million à l'époque. Avec Maïf. Avec Maïf Avenir qui était notre lead sur le tour. Maïf m'avait fait une LOI sur une partie sur les 2 tiers. Les 2 tiers. Et il fallait que j'aille chercher un co-investisseur. Ça, c'est eux qui le demandent. C'est eux qui le demandent, de ne pas être seul sur le tour. Mais au-delà de ne pas être seul, ils veulent un profil particulier pour embarquer avec eux. Dans les discussions qu'on a, Maïf est un investisseur industriel, puisque Maïf m'ouvre les portes d'une partie des sociétaires qui ont besoin de petits services aussi au quotidien. Donc dans l'idée, il y a aussi l'idée de m'apporter de la visibilité du trafic comme le font mes partenaires retail. Donc Maïf est déjà, et puis il couvre aussi les prestations avec en tant qu'assureur. Donc on est déjà dans une logique de pas juste investir de l'argent, mais surtout apporter l'innovation au sein du groupe Maïf et réciproquement que Maïf nous apporte de la capacité de croissance. Mais et donc il demande d'aller chercher. Essaie de dupliquer ça avec un autre acteur qui viendrait autour de la table. Et qui met pas que de l'argent. Et je fais la rencontre Alignement des planètes. Attends, à ce moment-là, t'as aucune idée de qui serait le bon interlocuteur, le bon profil, tu connais pas. Aucune idée. J'ai pas un industriel, tu le sais, c'est hyper long à activer sur une logique d'investissement. Il faut que tu sois dans les radars du groupe. Il faut que ce soit la stratégie du groupe à ce moment-là. Donc trouver... Pour aligner les planètes, c'est complexe. C'est hyper compliqué. En un temps réduit, ouais. Industriel. Et donc, il aurait fallu trouver, on va dire, un groupe plutôt familial et réactif, plutôt rapide, mais qui a une capacité à apporter des clients qui est très élevée. Et à ce moment-là, lors d'une conférence à laquelle je suis invité comme intervenant, une conférence sur la LSA, grande consommation, qui réunit des acteurs du retail, je présente Nidelp et son fonctionnement, comment on a commencé à l'intégrer chez Castorama, chez Brico Dépôt, et je fais la rencontre de Pierre-André Moos, qui était là ce jour-là, qui est donc un des propriétaires du groupe Moos Frères. C'est 2 frères. Donc Pierre-André et Didier Moos, et qui a notamment des magasins de bricolage en Suisse, qui s'appelle, c'est le groupe Jumbo, et qui cherche des solutions de digitalisation et de services pour les clients du groupe. Donc ça a été une rencontre complètement incroyable,
à la fois dans sa typologie, parce qu'on est sur un groupe familial sur 5 générations, donc c'est absolument dingue pour moi d'être en contact avec quelqu'un. Leur groupe, je crois, investisseur de Lacoste, Lacoste, Aigle. Gant, Aigle, voilà, The Couples, et notamment donc, les grands magasins en Suisse qui sont donc l'enseigne Manor et Jumbo dans l'univers du bricolage. Donc c'est une rencontre incroyable, même perso, enfin humaine, de tomber sur un groupe aussi entrepreneurial quelque part. Donc tu finis ta conf et en bas de l'estrade, il vient te voir. Le lendemain, j'ai un mail dans la rubrique Contactez-nous du site Nidelb, donc, qui était à peine trouvable à l'époque, dans le footer, qui dit voilà, on est un groupe suisse, on vous a vu hier, donc c'est le CEO du groupe qui m'écrit, Jérôme, et qui me dit j'étais accompagné de Pierre-André, et on aimerait te rencontrer en Suisse si tu peux venir nous rendre visite. Donc là, tu vois, j'ai réfléchi très longtemps. Je me suis dit, est-ce qu'il faut que j'aille en Suisse ? Non, j'ai pris mon billet et je suis allé rencontrer Jérôme et Pierre-André. Et on a eu des discussions, déjà une rencontre humaine exceptionnelle, et puis une envie de bosser ensemble, un partage de vision, voilà ce qu'on fait, voilà comment notre marketplace peut accompagner tes clients. Et donc, ça a été l'entrée du groupe Moss dans la levée de fonds de 2017, et donc ça m'a permis tout simplement de closer cette levée qui était capitale pour avancer. Pour grandir. Je propose qu'on accélère un petit peu et qu'on aille assez vite dans le moment où il va se poser la question peut-être de vendre, et avec différents acteurs, puis aussi un dual track que vous allez mener. Pour ça, on part toujours en musique, comme d'hab dans Cash Out, avec The Show Must Go On de Queen. On pourrait presque parler pendant, mais ça va bientôt démarrer. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places. Tu vois la fumée arriver là, The score. le début des négociations. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happened. Il me fait marrer parce que c'est une musique que j'entendais dans la voiture de ma maman quand j'étais petit, dans sa Golf GTI mythique. Ceci n'est pas un placement de produit Non, non. sponsorisé. Mais non, mais tu vois les vieilles Golf GTI là, avec les 4 phares devant, et donc on avait ça le matin dans la voiture pour aller à l'école. C'était encore une époque où tu pouvais aller en voiture à l'école, ce qui est un non-sens aujourd'hui. Ouais. Mais voilà, c'est marrant, cette musique me fait penser à ça. Et à toute la phase de négo. Et show must go on, en fait, Ouais. parce qu'on rentre dans la phase de négo. C'est assez marrant. En fait, c'est très pareil, hein, des sentiments assez partagés, cette phase de négo. La rencontre avec Kingfisher, incroyable. Trop rapide, mon cher. Trop rapide, Guillaume. Dis-moi. Parce que cette phase de négo, elle va prendre un peu de temps. Mais avant les négos, il faut se rencontrer. Ouais. Et avant de se rencontrer, vous avez, tu le disais tout à l'heure, fait une série A, vous allez entamer une série B. Ouais. Et en fait, tout va se faire à peu près en même temps. D'un côté, des investisseurs potentiels, et de l'autre côté, donc c'est un dual track avec des repreneurs potentiels. Et en l'occurrence, Kingfisher n'est pas le seul prétendant. Ouais.
Donc l'objectif, tu l'as bien résumé, c'était de faire notre série B. On cherchait... alors les séries B de l'époque, c'était des montants qui étaient plus bas que ce qu'on appelle une série B aujourd'hui, mais on cherchait en gros 6 millions d'euros pour déployer Needhelp dans différents pays et puis déployer tout ce qu'on avait signé tout simplement. Aujourd'hui, tu fais même pas la une de n'importe quel blog avec 6 millions d'euros. Ouais, non mais t'as raison. Et tu vois, c'est marrant de remettre les choses dans le contexte. En 2014, quand je crée la boîte, on lève 500 000 euros en Friends and Family, on fait French Web et Madines, enfin tu vois, ça fait la une de l'écosystème. On était incubé au Nouma, juste à côté d'ici, et l'écosystème était tellement pas mature que tu vois le moindre événement, la moindre annonce, tout de suite elle était en vue quoi. Et rappelons quand même que c'est pas le montant de la levée qui fait tout, ni la réussite de la boîte, ni 100%. Voilà. La levée c'est tout sauf une métrique. D'ailleurs c'est un de mes combats aujourd'hui, c'est attention à cette espèce d'effet d'annonce tu vois, qui est largement alimenté par certains entrepreneurs et parfois c'est même pas volontaire, c'est un peu naïf, mais on a levé de l'argent, on met un sweat capuche avec le nom de la boîte sur le dos de tous les employés, on fait la belle photo pour French Web et ça y est, on est sur la voie de la réussite. En fait, pas du tout. Je veux dire, une levée de fonds, c'est un moyen. C'est pas du tout un point d'arrivée. C'est vraiment un bout du chemin et c'est un moyen possible parmi d'autres. Ouais. Ce n'est absolument pas une fin en soi. Donc, moi, je me méfie toujours des indicateurs de levée de fonds. Ça peut aussi masquer finalement des failles dans ton modèle économique. Si ça finance de la croissance, fair enough. Si ça finance en fait un modèle qui est très mal margé, tu vois, rendez-vous dans 2 ans. Rendez-vous dans 2 ans. Ouais. Et si les hypothèses qui sont dans ton BP derrière ta levée de fonds sont fausses, rendez-vous à nouveau dans 2 ans. Donc, Et si tu pouvais pas acheter des sweats à capuche à toute ton équipe, c'est qu'il y avait un problème. Non mais tu vois, faut faire attention à ça. C'est côté un petit peu, ça y est, je suis sur la ligne d'arrivée, j'ai levé de l'argent et moi j'ai toujours pris les annonces de levée de fonds avec beaucoup d'humilité. Parce que ça n'est que le début, pratiquement c'est potentiellement le début d'un chemin plus compliqué. C'est l'exécution en fait de ce que tu as promis. Et en même temps, on va pas se mentir, si on reste juste sur LinkedIn, annoncer que tu as levé des fonds, ça fonctionne mieux qu'annoncer que tu as un nouveau gros client en termes de reach. Moi je préfère annoncer que j'ai un nouveau client. Évidemment. Tu vois, genre mais t'as moins de likes, moins de commentaires, c'est ça que je veux dire. Ouais, en fait, à la rigueur, une levée de fonds, tu devrais presque garder ça pour toi, tu vois. C'est en fait le carburant que tu mets dans ton avion pour le faire voler. C'est à toi de faire tes réglages, quoi. Je veux dire, c'est à toi de te débrouiller. Après, ce qui compte, c'est quel client tu signes, comment tu automatises ton modèle. Enfin, tu vois, c'est plutôt ça qui importe, je trouve. C'est le fond, c'est pas la forme, c'est pas le moyen d'y arriver. Donc tu parles de la forme, mais toi on va aussi parler des fonds. Donc d'un côté il y a les fonds que vous allez chercher pour cette série B, et il va y avoir des premières touches aussi pour un rachat potentiel. Qui amène le sujet sur la table? C'est ta banque d'affaires qui te dit, tant qu'à aller chercher des fonds, est-ce qu'on n'observerait pas la possibilité d'une cession? Est-ce que c'est un repreneur potentiel qui frappe à la porte à ce moment-là? Et du coup, là, vous commencez à regarder au-delà de cette offre-là ce qui pourrait être fait ailleurs? Donc on lance le process, donc moi en janvier 2020, je lance je mandate Cambon Partners pour la levée, pour notre série B quelque part. C'était vraiment un mandat de levée, c'était pas un mandat de cession. Et à peu près au même moment, j'ai une discussion avec Kingfisher, qui est donc déjà partenaire de Needhelp, qui est un des gros clients, pourvoyeurs de volume. À ce moment-là, Thierry Garnier, qui est donc le CEO de Kingfisher, s'intéresse en fait aux différentes solutions qui sont déployées dans les différentes enseignes du groupe pour voir ce qu'il existe en solutions digitales, en services, et tombe sur Needhelp, qui présente une belle traction commerciale, des résultats prometteurs à la fois en termes de NPS et de volumétrie traitée pour Net Promoter Score, voilà. Promoter. Net Promoter Score.
Et donc se dit, il faut rencontrer Guillaume, il faut discuter avec Guillaume. Donc on se rencontre à Londres. À l'époque, il avait son responsable du digital, c'était Jean-Jacques Van Osten, qui avait déjà fait pas mal de deals marketplace dans sa vie d'avant. Donc Mais pas chez Kingfisher. Pour Kingfisher, il n'y a eu aucune acquisition dans le digital à ce moment-là. Jamais eu d'acquisition dans la tech menée par Kingfisher avant Nidelp. On a été la première cible identifiée par le groupe. Et donc on se rencontre, et à ce moment-là, Thierry me demande de pitcher en gros Nidelp, où est-ce qu'on va. Je lui explique qu'on est en phase de levée et qu'on cherche à ouvrir notre capital pour financer les prochaines étapes de la boîte. Quand tu lui dis ça, t'imagines qu'ils pourraient peut-être eux investir, ou simplement tu lui racontes là où vous en êtes? Je sais pas je sais pas du tout à ce moment-là ce qu'il a derrière la tête. Toi, tu vas avoir un client à ce moment-là? Moi, je sais que j'ai une discussion qui est importante qui arrive. Je le sais parce que un CEO d'un groupe qui fait 13 milliards te fait pas venir pour une discussion de café. Hein. Donc, je sais que j'ai une discussion importante qui arrive. Que tu prépares comment? Honnêtement, naïvement. J'arrive avec juste ma connaissance de mon métier, dans mon costard d'entrepreneur. Donc pas de costard justement. Un sweat à capuche. Parce qu'on a levé des fonds la première fois. Non mais donc j'arrive juste avec ma naïveté, ma vision de marché, là où je vais, la détermination que je vais faire ma levée, parce que je suis convaincu que je vais aller au bout de cette levée. Je suis hyper convaincu. Et la première chose que me dit Thierry, c'est effectivement pourquoi pas nous faire rentrer dans ta data room et dans ton process de levée. Et je suis très clair à ce moment-là, je lui dis que soit on continue dans une relation purement commerciale comme on le fait, et je m'occuperai du mieux possible des clients du groupe comme on le fait depuis le départ, soit on a une discussion capitalistique, mais alors elle doit nécessairement devenir une discussion majoritaire. C'est ce que je Attends, premier rendez-vous. Au premier rendez-vous. De toute façon, quand tu rencontres un CEO, ce sont des gens qui ont beaucoup de sujets à traiter, ce sont très souvent des gens brillants, et c'est le cas de Thierry, mais ils ont beaucoup de sujets à traiter dans une journée, donc il vaut mieux éviter de perdre du temps. Et tu vois, j'ai pas peur de la réponse. Si c'est non, c'est non. Mais je veux juste pas aller sur un deal où je fais rentrer un acteur industriel en minoritaire. Explique pourquoi. Dans une logique de digitalisation. Pourquoi ? Parce que justement, quand tu fais rentrer un industriel, il faut comprendre l'objectif. Kingfisher, c'est un très gros groupe. C'est dans l'univers du bricolage, c'est beaucoup plus gros que Jumbo que j'avais fait rentrer. Jumbo est rentré c'est un groupe familial qui a investi, qui par ailleurs est propriétaire de Jumbo. Donc, mais c'est avant tout une logique d'investissement financier quand même. Kingfisher, je sentais bien que l'approche, elle était très industrielle, donc c'est une logique d'intégration. Quand tu rentres dans une logique d'intégration, je veux pas ce conflit de est-ce que je priorise les clients du groupe Kingfisher, mais ils sont au capital, mais ils sont minoritaires. En fait, si tu n'as pas une gouvernance très claire, c'est-à-dire ils sont majos et on intègre la solution chez eux, quitte à prévoir qu'on peut aussi travailler pour d'autres clients, mais en tout cas, vous allez faire, ouais. On a ce qu'on va faire. Mais il y a un deal qui est clair, ils prennent la majo de la boîte, ils ont la gouvernance de la boîte qu'on construit ensemble, mais tu as une lisibilité dans l'histoire de la boîte dont la finalité, c'est quand même l'intégration au sein du groupe. Intégrer en minoritaire, c'est un truc que je comprends pas. Tu vois, c'est une équation, moi, que je comprends pas, que je n'aurais pas, je pense, réussi à faire. Donc je préfère soit... T'es pas le premier qui raconte ça, mais c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment creusé pour comprendre la problématique d'avoir un industriel en minoritaire. En fait, tu te fermes des portes dans l'histoire de ta boîte. Tu te fermes des portes. Pour après. Tu fais rentrer un groupe industriel qui prend 30% de la boîte. Ensuite, tu as besoin de relever de l'argent. Quel fonds va vouloir venir rentrer dans ta boîte alors que tu as déjà un gros industriel qui fait 13 milliards au capital? Donc en fait, ta seule discussion que tu peux avoir pour continuer ton equity story, c'est avec eux. Et c'est pas du tout ce que j'ai envie de créer comme situation. C'est malsain pour tout le monde, en fait. Donc, si on arrive à cette situation-là, c'est que la boîte est vendue. Elle leur est vendue. Et ça, j'ai été très, très clair là-dessus. C'est la seule chose, tu vois, quand je te dis est-ce que j'ai préparé le rendez-vous. Tu le savais, ouais. C'est la seule chose où j'étais extrêmement sûr de moi. C'est pas grave s'ils veulent
pas racheter la boîte ou si c'est pas ou le timing ou machin. Ouais. En revanche, on s'occupera des clients du groupe parce que ça, c'est génial. C'est un modèle gagnant-gagnant. Et si on veut aller plus loin dans la digitalisation, on fait un deal majoritaire. C'est la seule chose que j'ai dit et j'ai été super franc. Et la réponse de Thierry a été on met nos conseils sur le coup et on regarde, et on avance. Il va répondre quoi, ça ? Il prend l'opportunité, il me promet rien. Il me dit on va regarder, on va rentrer dans la data room et puis voilà, on prend nos avocats, on prend nos conseils qui nous accompagnent et on rentre dans le process. Tu sors de ce rendez-vous, t'appelles ta banque d'affaires. Voilà. Et je dis on va faire un dual track. Je sais pas si j'ai envie de vendre parce que c'est pas le plan. Mais j'ai quand même un client important qui est le groupe Kingfisher. Une rencontre qui est, pour le coup, je me sens dès ce premier rendez-vous accueilli par Thierry et Jean-Jacques un peu comme dans une famille avec beaucoup de bienveillance, une envie d'innover, une vision qui est partagée. Et donc, pas mal de simplicité dans les échanges, tu me disais. Une énorme simplicité. Je me souviens, j'arrive dans les locaux à Londres de Kingfisher, un peu impressionné. Tu te rends compte de l'hyperstructure, de la taille du paquebot qui est en face de toi. Et d'ailleurs, des sentiments à nouveau partagés parce que en créant ta boîte, c'est un peu ce que tu fuis. Et finalement, 7 ans plus tard, tu te retrouves, t'as rendez-vous avec ces gens-là. T'as rendez-vous avec ces gens-là qui sont très importants, parce que c'est ce que j'appelle l'hybridation. C'est l'hybridation entre des startups et des grands groupes. J'ai toujours été convaincu, tu l'as vu dans le parcours de la boîte, il fallait faire l'hybridation pour aller plus vite, avec la Maïf, avec le groupe Mosfrère, avec Castorama, avec Ikea. Donc cette hybridation, pour moi, c'est la clé, c'est gagnant-gagnant. Mais tu montes ta boîte un petit peu pour trouver quelque part, pour dessiner ta propre histoire, et tu te retrouves 7 ans plus tard, tu as un rendez-vous qui s'écrit, qui te ramène vers une hyperstructure. Donc j'ai été à la fois très impressionné, et en même temps, c'est une rencontre hyper naturelle, l'impression de reprendre une discussion qui s'était arrêtée là il y a 3 ans, avec Jean-Jacques, avec Thierry, et je me rends bien compte que j'ai des gens qui sont très sérieux en face de moi. Sur le dual track, on va pas rentrer dans les fonds qui pouvaient être intéressés. Ce qui m'intéresse, du coup, c'est l'ensemble des acquéreurs potentiels intéressés. Ce qui est intéressant, c'est pas forcément les noms, mais c'est de comprendre la typologie des repreneurs potentiels, pas tous forcément intéressés exactement pour les mêmes raisons stratégiques. Est-ce que tu peux nous dresser un petit panorama ? Ouais. Globalement, dans ce dual track, dans la partie cession, on avait plusieurs acteurs de la grande distribution qui s'étaient intéressés au rachat de Nidelp, dont Kingfisher. Les autres, je ne peux pas les citer, mais en tout cas, d'autres acteurs de la grande distrib étaient intéressés. Et on a eu des... Français, suédois, européens. Je teste des trucs. Ok. Européens. Mais donc on a eu des discussions, et on a eu aussi des acteurs dans des univers un peu connexes qui sont aussi des acteurs qui gèrent finalement des intervenants avec de la techno, notamment dans l'univers de l'installation de la fibre optique. Ok, télécom. Les télécoms. On a eu une LOI aussi d'un gros acteur. Bon voilà, on n'a pas été dans cette direction-là. En tout cas, on a choisi celle qui présentait le plus de synergie déjà prouvée. Tu vas trop vite. Ouais. Je vais schématiser un peu, mais sur ta table, tu as plusieurs offres, plusieurs LOI. Comment tu fais le choix ? Tu as les gens que tu as en face de toi, tu as les synergies possibles, tu as le montant, tu as est-ce que ma techno va être conservée telle qu'elle, mes équipes, c'est pas mal de sujets. En fait, comment tu fais ton équilibre à toi pour faire le choix final? Non seulement j'avais des LOI, plusieurs LOI pour une session majoritaire, mais j'avais aussi des belles LOI pour ma levée, pour ma série B, faire rentrer des fonds. Et j'avais des fonds très sérieux aussi pour nous accompagner. Donc déjà, il fallait voir si c'était plutôt un deal levé ou un deal session. En fait, le choix... Qu'est-ce qui a fait le choix entre les deux déjà ? En fait, c'est la rencontre en fait, avec Kingfisher qui a fait le choix. La bienveillance dès le départ, la vision partagée avec les synergies qui avaient déjà été testées et prouvées dans la phase de partenariat signé avec les enseignes.
Mais j'allais dire, c'est surtout une rencontre humaine, en fait. C'est quand tu tombes sur quelqu'un qui parle le même langage, qui va te sponsoriser dans un groupe énorme comme Ouais. Kingfisher, donc en l'occurrence Jean-Jacques, qui te prend un peu sous son aile. C'est en fait la rencontre avec un nouveau mentor, hein, encore une fois. Il y a eu la rencontre avec Pierre-André Mauss en 2017 pour la première levée, qui est devenu mon mentor. Et en fait, Jean-Jacques devient mon nouveau mentor. Et en fait, ça, c'est vraiment... Moi, je crois aux rencontres. Tu vois, je crois dur comme fer aux rencontres. Et c'est... Parfois, les choses ne sont pas forcément écrites à l'avance. Est-ce qu'il vaut mieux lever? Est-ce qu'il vaut mieux céder? De quoi j'ai vraiment envie? Moi, ma réponse, c'est je veux bosser avec des gens avec qui j'ai envie de bosser, avec qui je suis content de me lever le matin. Ça fait une grosse différence. 2020, t'as quel âge? 34 ans. 34 ans. Tu, sur la levée, tu pouvais faire un peu de cash out et te dérisquer aussi personnellement, ou parce que ça aussi, ça forcément, enfin mine de rien, ça rentre forcément dans l'équation. La levée, je cherchais pas à vendre et à faire du cash out. Donc, j'étais pas du tout dans la préoccupation de C'était pas le vendre. sujet. Ouais. Et d'ailleurs, quand l'offre, on en parlera au moment du signing. Enfin, on aurait pu en parler. Non, on en tout à parle l'heure. après, t'inquiète. Mais c'est vrai que même au moment où j'ai vendu, j'ai mis du temps à comprendre pourquoi j'avais été payé. Parce qu'en fait, j'étais tellement focus sur ma boîte, sur ma strat, sur l'excitation d'exécuter cette marketplace, sur l'envie d'innover, sur l'envie de faire grandir la boîte. J'étais tellement en fait focus sur mon exécution que j'ai mis du temps à réaliser que j'avais vendu la boîte. Et ça, d'ailleurs, ça joue beaucoup dans la phase de négociation. Ouais. Il faut que tu réalises dans la phase de négo que tu as quelqu'un qui est en train d'acheter ta boîte. Donc tu dois la défendre parce que c'est encore ta boîte, mais tu dois commencer à accepter que c'est bientôt plus ta boîte. Et ça, c'est une posture qui est difficile à trouver, que j'ai mis du temps à trouver dans la phase de négo. Et alors, ce qui est marrant, c'est que tu dis ça, mais en même temps, tu dis qu'après le signing, tu as mis du temps à réaliser que tu avais vendu. Or, parfois, day one, tu comprends très vite que tu as vendu. J'ai mis du temps. Ouais. J'ai mis du temps et je pense que ça a donné beaucoup d'assets aussi à cette session, hein, pour l'acquéreur. Ouais. C'est qu'en fait, j'ai continué à la piloter pendant un temps comme si c'était ma boîte. Et je pense que c'est aussi ce que viennent chercher ces Et puis groupes-là. c'est la bonne approche, ouais. Ils achètent en fait ton profil d'entrepreneur. Et moi, si tu veux, j'avais une boîte qui était encore à structurer. C'était pas encore une boîte qui était hyper structurée en termes d'équipe. Il n'y avait pas de COMEX. La techno avait besoin d'être en partie réfecto pour pouvoir passer à l'échelle à l'international et avec des niveaux d'intégration plus forts dans le parcours des distributeurs. Donc la boîte, elle dépendait de moi. Et c'est pour ça que je rigolais tout à l'heure quand on écoutait Show Must Go On. Et après l'audit de la boîte, certains acheteurs potentiels m'ont dit bon bah écoute, top, hein, tes métriques incroyables, x3 tous les ans, take rate en croissance, marge pour une marketplace hyper élevée, enfin bref, tu fais la différence. Mais par contre, il me disait, Nidelp, c'est le one man show. C'est-à-dire qu'en fait, il faut structurer maintenant, quoi. Il faut que tu arrêtes de tout faire dans cette boîte. Enfin, tu vois, arrête de faire le financier, le sales, gérer ta roadmap produit tech avec tes connaissances et tes moyens du bord. On a vraiment bootstrappé cette boîte, tu vois, pendant 7 ans. Et en gros, c'est simple, on faisait x3 tous les ans sur la GMV, donc le volume d'affaires qui transitait par la marketplace, et sur le chiffre d'affaires, sans grossir nos effectifs. Donc, à la fin, c'est devenu effectivement, on était arrivé au maximum de cette logique-là, et il était temps de passer à la levée, en tout cas d'injecter de l'argent frais pour mettre la techno à l'échelle, structurer les équipes tech et produits, même data, parce que Nidelp est devenu un sujet très data après, et donc arrêter le one-man show une bonne fois pour toutes. Je reprends les trois offres d'achat. T'as les trois. Je le fais visuellement, désolé pour ceux qui sont juste en podcast, mais t'as les trois devant toi. T'as Kingfisher qui est là. Laquelle des trois est l'offre en montant la plus haute? Alors, tout est relatif parce que dans une offre, tu as le prix payé Tout de le suite, jour J, front, après ouais. tu as les compléments de prix, tu as aussi l'argent qu'il faut injecter pour développer la boîte. Donc moi, si tu veux, l'approche, c'était
un Un ensemble. Dans l'ensemble, j'ai jugé que celle de Kingfisher était meilleure. C'était pas eux qui payaient le plus cher upfront la boîte. En revanche, c'était le projet dans lequel je croyais Sur le la plus durée. en termes de potentiel. Donc avec l'intégration au sein du groupe et donc la possibilité d'aller développer la boîte très fort et donc d'aller chercher les compléments de prix aussi. Sur les 3, lesquels t'engageais le plus sur la durée? Encore Kingfisher. 5 ans. Kingfisher demandait un earn-out sur 5 ans. Enfin, en tout cas, demandait. On s'est mis d'accord dans les discussions sur une logique de long terme, 5 Mais ans. toi qui es un auditeur de cash out, tu sais que pour beaucoup, 5 ans, ça peut être long. 5 ans, c'est très long, surtout quand tu as monté ta boîte et que tu te retrouves dans une structure aussi importante que Kingfisher. Et en fait, j'ai trouvé ça quelque part pas déconnant comme demande. Parce que j'avais du boulot devant moi pour, entre guillemets, structurer la techno. Il y avait plein de projets excitants devant nous qu'on n'avait pas pu forcément faire avec la première levée de 2017. Donc je voyais très bien où aller en termes de roadmap pour faire beaucoup mieux, beaucoup plus automatisé. Bref, tu te projetais. Donc je me Tu te projetais projetais bien. et encore une fois c'est une rencontre. Ouais. C'est l'histoire de rencontre entre des humaines quoi. Hein. Donc tu as cette rencontre et on va rester maintenant sur Kingfisher. Ensuite, il y a toutes les négos. Et c'est jamais simple une négo et c'est des hauts et des bas. Ouais, je confirme. Et c'est là où show must go on. C'est cette négo. En fait, tu as la phase de rencontre avec l'acheteur, mais tu as surtout derrière les avocats qui se mettent autour de la table. Donc les miens et ceux de l'acquéreur. Toi, tu es avec Volt. Volt associé. Et en face. Et en face, Kingfisher travaille avec Jantet. Ok. Très beau cabinet aussi. Et, mais du coup, dans ton histoire, c'est forcément les méchants. Donc dans mon histoire, c'est les méchants. Même si l'enjeu d'un deal comme ça, enfin de toute session, c'est de réussir à réaliser les intérêts. Donc c'est quand même. Mais je rentre quand même dans des négociations où bon, tu as des discussions qui sont pas marrantes. Pause. C'est ça qui est. Enfin, c'est aussi pour ça. Je pense que Cash Out trouve son public, c'est dans le détail. C'est la discussion pas marrante, c'est quoi? Elle se déroule comment? Qui dit quoi? En fait, dans un deal, l'idée d'un deal comme ça, d'une session majoritaire, c'est d'écrire un peu tous les scénarios. Donc c'est d'écrire notamment tout ce qui peut un peu mal se passer. Et en fait, c'est marrant parce que t'as pas envie d'avoir ces discussions-là. Quand tu rencontres ton acquéreur, ton prochain mentor, celui qui va accompagner le financement de la boîte, sa croissance. En fait, tu as une excitation incroyable d'avoir fait cette rencontre. Mais très vite, tu te retrouves dans des discussions purement juridiques sur des sujets comme les garanties actifs-passifs, les sujets de gouvernance. Les sujets de gouvernance, comment ça se passe le lendemain de la session, comment se passe le process de décision. Est-ce qu'on écrit un deal plutôt à forte intégration où chacun reste chez soi et garde son autonomie et nous on devient une sorte de bras armé du groupe pour la digitalisation et l'innovation. Donc en fait tu es en train d'écrire toute la philosophie du deal, donc tu vois forcément potentiellement les points de friction, d'achoppement, de friction, et puis surtout tu écris noir sur blanc ce qui peut se passer si un des deux part en vrille quoi. Donc s'il y en a un qui respecte pas ses engagements, si on trouve un cadavre dans le placard qui a été planqué pendant les discussions. Et en fait, moi, j'avais une façon d'entreprendre qui était assez naïve, si tu veux, bourrée d'envie de bien faire. Et bien évidemment, très loin de moi, l'idée de planquer des trucs, de pas payer, je sais pas, de ne pas payer nos factures, nos obligations fiscales, sociales. Enfin, tout ça était... Nous, on avait une boîte qui était archi clean. Et j'étais presque fâché d'avoir ces discussions. Enfin, j'étais fâché, quoi. Tu l'as pris pour toi. Ouais, tu le prends pour toi. Tu prends ça presque comme des accusations. Et les avocats, c'est leur job. C'est de te faire un peu cracher les verres du nez. Alors, Guillaume, qu'est-ce que t'as planqué? Dis-nous tout. Qu'est-ce que t'as planqué? On t'écoute. Mais, fous-moi la paix. Je te livre une boîte qui fait x3 tous les ans. On a une rencontre humaine qui est top. Essayons de préserver ça au maximum. Et c'est là où tu as un peu cette dualité dans le process de session qui n'est pas facile à gérer, mais qui vient aussi de moi. C'est-à-dire que le problème vient aussi de moi. C'est que j'ai pas envie de lâcher mon bébé quelque part.
Donc ça fait 7 ans que je développe cette boîte. J'ai une passion de dingue pour cette boîte. C'est un peu mon bébé et celui des collaborateurs dont je me suis entouré qui m'ont aidé. Et en fait, c'est un processus. Hein. C'est un processus et je mets du temps à lâcher. Donc, je vais dire, la faute, elle est largement partagée dans ces discussions. Donc, les avocats sont là aussi pour faire progresser cette réflexion et atterrir sur un deal. Comment tu vas annoncer aux investisseurs historiques de la boîte que justement vous partez a priori sur une acquisition de Kingfisher? Certains ont peut-être pas envie, certains sont peut-être... Enfin voilà. C'est toujours aussi des moments un peu clés. Alors, certains peuvent bloquer parfois dans certaines... Alors nous, on a eu moi, je crois que c'est très important d'entretenir des relations béton, bienveillantes avec ses actionnaires et ses board members. On a réussi à créer ça avec Nidelp avant la cession à Kingfisher. On avait des actionnaires qui étaient à fond alignés dans la strate de la boîte. Globalement, ils n'avaient pas envie de vendre. Que ce soit Maïf, que ce soit Moss Frères, que ce soit même mes premiers business angels, mes investisseurs privés, qui avaient accompagné les premières étapes de financement de la boîte. Tout le monde avait plaisir, je pense, à participer à cette aventure qui était devenue une aventure en fait collective. Hein. On voyait la boîte grossir avec une dynamique de croissance très forte. On avait trouvé un modèle économique innovant avec le retail. C'est un modèle qu'on a inventé en fait, qu'on a construit. Il y avait un autre acteur aussi qui bossait avec Leroy Merlin qui co-construisait ce modèle avec nous, qui s'appelait Frisbees à l'époque. Et donc on participait à une vision du secteur et à une structuration du secteur. Et donc pour répondre à ta question, mes actionnaires, vous n'étaient pas vendeurs. Mais en revanche, leur posture a été très claire, c'est le choix sera celui de Guillaume. Parce qu'en fait, on se met pas en défaut vis-à-vis du capitaine à bord en fait. Et cette relation, elle était saine. Tu vois, j'ai été dans des boards de boîtes où la gouvernance a été plus compliquée et où tu vois que le capitaine à bord, il n'est pas complètement capitaine à bord. Et tu vois, et ça, c'est clair que c'est précieux. Parfois, t'en as qui rament en sens inverse, quoi. Ouais, qui rament en sens inverse. Tu dois avoir un board qui est là pour accompagner ta vision, mais si ça commence à être dans l'autre sens, c'est qu'il y a un désalignement. Ouais. Donc il faut changer quelque chose. Soit le capitaine s'en va, soit le board change, mais tu peux pas avoir des oppositions de vision et de stratégie. Il y a un moment presque cinématographique dans les négos où on ferme les yeux et on se projette, on voit l'histoire. Comment est-ce que je peux vous projeter dans les négos ? C'était des discussions en call, période de Covid-19, donc confinement. Discussion. La négo démarre du coup en mars 2020. Le closing se fait en novembre. Donc tu vois, c'est un point important pour tous les entrepreneurs qui cherchent à céder leur boîte. C'est des discussions qui sont pas très courtes. C'est toujours assez... C'est 6-9 mois minimum en général. Il y a forcément des gens qui arrivent à vendre très vite. T'as des exceptions. Et en l'occurrence, par contre, pendant le Covid, le bricolage a le vent en poupe. Alors, parce que tout le monde est chez soi. En rencontre avec Thierry en janvier, on n'est pas confiné. Le confinement démarre en mars. Je me souviens le 19 mars par là. Donc au départ, petit stress. Moi, j'envoie les teasers le 12 ou 13 mars. Le 19, on est confiné. Je me dis, mais quel timing pourri. Et en fait, en mai, en gros, le bricolage et les interventions d'urgence à domicile, ça a été une des premières activités réouvertes par le gouvernement. Parce que les gens, en fait, avaient besoin d'équiper leur maison. Puis ils étaient chez eux, donc c'est le moment où ouais. Et non seulement, donc, on a eu le droit d'opérer notre activité dès le mois d'avril, de mémoire. On a réouvert mi-avril, donc on a eu un mois d'interruption. Ouais, et puis pour les autres, c'était le 11 mai, les réouvertures. Et après, il y a eu la réouverture le 11 mai. Donc, en fait, on a fait une année de dingue. Moi, sur le coup, quand j'ai vu la crise du Covid éclater, je me suis dit, en fait, les fonds comme les acquéreurs comme Kingfisher vont juste lever le stylo. C'est terminé. Et il faut trouver une autre voie. Et c'est pas grave, on va s'adapter, on va trouver. On est entrepreneur, on va trouver d'autres voies. Mais en fait, les process n'ont fait que s'accélérer. Parce que le marché du bricolage a explosé. Et notre activité dépend en fait des projets que font les gens. Ça veut dire que tes chiffres vont être meilleurs que les projections
que tu avais faite. Ouais. Ça veut dire renégociation par le haut du deal, où finalement vous passez pas constamment sur les chiffres, la valo, etc. On n'est pas revenu sur les termes du deal. On a eu une offre les différentes offres en fait des différents acquéreurs potentiels, et puis celle de Kingfisher qui a été discutée. Hein. On a eu des discussions sur les montants, sur les montants pour le rachat de la boîte, sur les compléments de prix, sur les objectifs à atteindre pour débloquer les compléments de prix, sur les moyens que le groupe mettait à disposition pour développer la boîte. Donc on a eu toutes ces négos. Parfaite transition, tu leur as dit ne nous asphyxiez pas, chacun chez soi, laissez-nous innover. Donc ça, c'était la philosophie du rachat. Et pour parler de toute cette phase, et il y aura quelques péripéties, tu as choisi de partir en musique avec Tom Petty in The Heartbreakers, Learning to Fly. Learning to Fly. Je la connais pas. Enfin, je crois pas. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up. The world gets still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. T'avais perdu tes ailes? Tu dois apprendre à voler, mais t'as pas tes ailes. Et en fait, j'aime bien cette métaphore de... À chaque fois que tu as un nouveau chapitre qui s'ouvre, tu dois reconstruire à chaque fois ton appareil, tes ailes, ton moteur, pour l'étape d'après. Et en gros, la session à Kingfisher, c'est le début d'un nouveau chapitre. On pose l'avion sur le porte-avions Kingfisher, et là, il faut lui reconstruire des ailes, et il faut lui reconstruire un moteur beaucoup plus puissant, beaucoup plus performant. Et donc, c'est le début d'une nouvelle étape où il faut à nouveau apprendre à voler. Et c'est ça ce que j'aime, moi, dans le cycle de l'entrepreneuriat. C'est qu'en fait, c'est un chemin avec des étapes. Tu n'es jamais complètement arrivé, en fait. Et c'est à toi de décider si, à cette escale, tu descends, t'arrêtes, ou si finalement... Tu poursuis le voyage. Et en fait, ça dépend beaucoup aussi de toi. C'est-à-dire que tu as aussi des histoires de boîtes où... ton énergie, ton envie. Les fondateurs vendent. Derrière, c'est repris par une équipe de direction. Ça marche, ça marche pas. Et la boîte, elle survit ou elle survit pas à son fondateur. Moi, si tu veux, j'ai cette idée que, ok, j'ai vendu la boîte, mais là, j'ai un nouveau chapitre qui m'attend. J'ai signé pour 5 ans. Et là, on va construire un nouveau moteur. Et on va lui construire des ailes. Gros moteur avec des grosses ailes. Un gros moteur avec des ailes. Et c'est marrant parce que cette métaphore de l'aviation, je l'avais beaucoup dans les différentes étapes de la boîte. Je me visualisais un peu dans un cockpit d'un avion. Et je peux te dire, le jour où j'ai vendu et où je me suis posé sur le porte-avions Kingfisher, j'avais vraiment l'impression d'avoir amené l'appareil à bon port pour une nouvelle escale où on allait faire de la maintenance et repartir pour voler. Mesdames et messieurs, la température extérieure est de 19 degrés. Nous allons nous poser doucement sur le porte-avions Kingfisher. Non, blague à part, c'est une métaphore que j'aime bien parce que un groupe comme Kingfisher, ça a des gros avantages. C'est stable. Tu te poses dessus. Toi, t'es un petit avion de chasse, c'est-à-dire que tu prends aussi le vent. Hein, tu te déplaces très vite, mais t'es fragile. T'es soumis aux variations de contexte. Donc, se poser sur un... Chez Kingfisher, c'est sécurisant. C'est sécurisant, c'est une super étape pour la boîte, mais j'ai quelque part déjà l'impression que ça va être une escale et que potentiellement il va falloir faire voler l'appareil
à nouveau vers d'autres directions. Quand tu rentres dans une boîte comme ça, tu as souvent des sujets d'intégration, de différence de culture. Je veux bien que tu m'en dises un mot. Ouais. Je me souviens que au début, après la session, je prends mes fonctions de dirigeant, puisque je suis plus président, je deviens directeur général de Nidelp. Et je commence à travailler avec les filiales du groupe, notamment en Angleterre. Et je me rends compte assez vite que les choses ont quand même changé. Déjà, il y a en positif beaucoup plus de moyens qu'avant, donc ça c'est génial. Un accès à beaucoup plus de clients, une équipe de direction qui pousse l'intégration très fort auprès des filiales. Mais je m'aperçois aussi que pour avoir des go des filiales, il faut montrer patte blanche sur tout, notamment sur tous les risques qu'il peut y avoir autour d'un modèle de place de marché. Donc tous les risques juridiques qui peuvent être identifiés, tous les risques de qualité des interventions. Il faut montrer que tu as un process industriel sur ta marketplace qui permet de vérifier les intervenants, leur niveau d'assurance, leurs avis. Donc là, c'est vraiment, en fait, en gros, à chaque fois, c'est un peu frustrant parce tu as l'impression donc, que le groupe a audité Nidelp lors de l'acquisition, a conclu que c'était le meilleur modèle disponible sur le marché puisque c'est nous qui avons décidé de racheter. Et tu as l'impression que tu es un peu à nouveau réaudité par les filiales. À chaque fois, c'est bon, on va voir B&Q, on va voir Casto, on va voir Brico. C'est jamais, attention, c'est toujours dans une logique de on va faire, on va innover, on va aller vite. Mais ces groupes-là, ils ont aussi une image de marque et des clients à défendre. Et ça s'entend. Et ça s'entend. Et donc, tu fais pas n'importe quoi sans avoir montré patte blanche. Et j'ai un peu ce sentiment extrêmement frustrant d'être réaudité à chaque fois, en expliquant comment marche notre moteur de dispatch, comment marche notre process de vetting, de vérification des artisans quand ils s'inscrivent sur la place de marché, pourquoi on sait qu'ils sont bien couverts par des assurances et qui leur permettent de apply sur les jobs qu'on leur envoie, comment on gère la notion d'avis, comment on gère la data sur eux. Donc tout ça, j'ai l'impression de devoir à chaque fois le redémontrer et que ça fait perdre un temps incroyable dans mon horizon de temps à moi, qui est le mien. Mais c'est pas forcément moi qui ai raison. Mais en tout cas, moi, j'ai envie d'aller vite, quoi. L'urgence de l'entrepreneur qui veut se développer très vite. Donc, choc de culture, premier choc de culture d'un grand groupe très processé avec une start-up qui l'est moins. Et deuxième choc, dans un groupe qui est international, notamment avec une filiale en Angleterre qui est très importante, qui fait plusieurs milliards, qui est B&Q. Et là, il faut aussi apprendre à travailler avec un groupe anglais, qui est aussi une expérience comme une nouvelle. C'est-à-dire je pense qu'on a une culture... Sans partir sur des clichés, mais le ressenti sans partir dans des clichés, sans dire que les Français ont raison ou que la start-up a raison. Bien sûr. Non, deux approches, quoi. Deux approches différentes. B&Q est un groupe, pareil, très structuré, très processé, qui est très gros en Angleterre, donc qui a besoin de protéger sa marque et ses clients. Le sujet de l'installation est clé. Il y avait déjà eu des tests plusieurs années avant où, pour le coup, la qualité n'était pas toujours au rendez-vous et sans justement toute l'approche digitale, place de marché, avec toute la data, toute la BI que nous, on a pu apporter. Donc, il y avait un peu de défiance, beaucoup de défiance. Et donc, des discussions où nous, on avait le sentiment qu'on devait délivrer beaucoup avec les moyens qu'on a. On était une équipe de 80 personnes. Donc des ressources aussi limitées qu'on peut allouer pour un groupe, pour un partenaire, un seul partenaire. Et je pense que eux avaient un peu l'impression qu'on délivrait pas assez vite les process, qu'on n'était pas assez structuré pour sécuriser leurs clients. Donc on avait un peu, si tu veux, cette approche qui, je pense, culturellement n'était pas simple, sur laquelle il a fallu apprendre, mais c'est aussi ça les enjeux d'une acquisition. Ça, je ne suis pas du tout en train de dire Nidelp a raison et B&Q a tort. Il y a toujours deux versions. Oui, puis ils nous ont beaucoup approches, appris. Ils nous ont beaucoup appris, en fait. On a structuré de plus en plus et on a identifié aussi des risques opérationnels qu'on a pu mieux maîtriser grâce à leur niveau d'exigence. Pas en parallèle, mais aussi en parallèle du déploiement de Nidelp, tu vas lancer une nouvelle marque
nouvelle boîte, petite sœur, cousine, enfin je sais pas comment tu l'appelles, Octorénov. Ouais, société sœur, de Nidel. Ouais. En une phrase, tu le pitches comment? Boîte SaaS? Ouais, tu prends le knowledge de 10 ans de métier sur Nidelp à opérer des flux d'installation et tu la passes en SaaS. Donc on développe un modèle purement SaaS qui permet à nos mêmes clients, les retailers, de digitaliser intégralement leurs opérations leurs opérations et leurs services d'installation, leurs services de pause. Un retailer, c'est structuré. Le service d'installation, il y a deux flux. Il y a le flux sur lequel ils n'ont pas de flotte, ils n'ont personne. Ça, c'est Nidelp. Ils envoient les volumes vers la marketplace Nidelp. Ils s'appuient sur la flotte d'artisans et de prestataires inscrits sur Nidelp. Principalement sur des services qu'ils ne souhaitaient pas opérer parce que trop petits ou en trop panier, complexes. Trop complexe, ça n'intéresse pas des artisans pour aller faire une prévisite, pour aller faire un métrage, etc. Ça ne justifie pas tout ce process et tout ce workflow. Donc pour ça, c'était Nidelp. Et ça, toi, Nidelp. Tu le qualifies, si on a besoin d'une image, que Nidelp, c'était la petite cerise sur un beaucoup plus gros gâteau. Ouais. C'était le trou dans la raquette. Si tu veux, Nidelp, c'était vraiment l'offre qu'ils n'avaient pas et que j'ai développée dans 7 pays en Europe pour des dizaines d'enseignes majeures. Ils ont aussi le gâteau, qui est en fait le cœur de leur service installation, sur lequel ils ont déjà leur propre flotte d'artisans sous-traitants. Donc, ce sont des partenaires de chaque magasin en France. En revanche, ces parcours-là n'étaient pas digitalisés, à peu près nulle part dans les enseignes pour lesquelles on opérait. Et donc, je me suis dit que nous, on avait la connaissance métier et la capacité tech pour digitaliser le service d'installation des retailers. Donc, c'est comme ça qu'Octorénov est né. Et donc, on l'a... Donc là, on est en quelle année? On est en 2023 et on lance Octorénov sous Kingfisher. Donc, c'est une société sœur. Et là, pour le coup, t'es pas entrepreneur, t'es intrapreneur. Intrapreneur, ouais. Mais je retrouve un peu le kiff. La palpitation, on va dire, des débuts, où j'ai l'impression de pouvoir à nouveau déjà m'intéresser à un autre modèle qu'est le SaaS, une autre approche économique et techno. Mais avec une prise de risque de fait moindre, parce que patrimonialement, t'es pas engagé avec la boîte, ça réussit tout son succès. Ouais, c'est vraiment de l'intrapreneuriat, quoi. On lance ça, on innove au sein du groupe. Par contre, lancer ça alors que tu es encore dans tes 5 ans, en réalité, ça reste une prise de risque personnelle parce que l'investissement que peut demander une boîte comme ça, c'est de l'investissement qui plombe aussi potentiellement les résultats qui vont toucher à ton earn-out. Ouais. Ce qu'on fait à ce moment-là, c'est que le Octorénov rentre à 100% dans le scope des earn-out. Donc, on fait des amendements pour bien intégrer en fait cette nouvelle boîte dans le scope global qui avait été écrit en 2020 au moment de la cession. Donc ça veut dire que j'ai intérêt à ce que Octorénov soit un succès, grossisse, grandisse. Et du coup en 2023, donc en moins de 2 ans. Exactement. Ouais, c'est ça. Au bout de 2 ans, au bout de 2 ans et demi. Donc on a réussi à avoir cette bonne conversation avec le groupe. Et est-ce que tu me laisses avancer vers les... Ah oui, on va accélérer, et là, c'est ce que je disais en introduction, c'est qu'en fait, tu vas te dire, je suis peut-être foncièrement entrepreneur, j'ai cette envie de diriger la boîte, donc je vais faire une proposition de rachat d'Octorénov à Kingfisher. Donc là, je retrouve l'excitation de lancer un nouveau produit, une nouvelle techno, un nouveau business model. Enfin bref, ça pop-up de partout dans ma tête. Je vois que le groupe a besoin potentiellement d'être client de la solution. Castorama, Brico Dépôt, B&Q pourrait l'être aussi en Angleterre. Donc je vois qu'il y a une bonne appétence pour la techno Octorénov. Et je vois aussi qu'il y a une grosse appétence en dehors du groupe. Et je comprends que en fait, il faut aller très vite sur ce nouveau modèle. Il faut beaucoup d'agilité. Il faut innover très fort. On peut commencer à intégrer des solutions d'IA. On peut faire plein de choses. Et j'ai même cette envie personnelle de retrouver quelque part une exécution avec la prise de risque qui est en face. Retrouver le sentiment d'entrepreneuriat. Ta liberté. Voilà.
Et donc, je me dis, je veux racheter Octorénov, puisqu'en fait, c'est une boîte que j'ai quand même l'impression de lancer, en tout cas en termes de conception et de besoins, d'identification des besoins, etc. Après, il y a aussi Kingfisher qui met des moyens dedans. Bien donc, sûr, attention, ouais. je la lance pas tout seul, hein, c'est pas ma boîte à moi. Hein. Et je cherche à faire une offre de reprise. Donc j'ai des discussions avec le groupe pour à l'approche aussi de la fin de mes 5 ans. Hein. Ça fait pratiquement 4 ans, on est en 2024. Et ça fait 4 ans. Certains auraient pu dire bah non. On est content que tu l'aies lancé ici, merci. Et c'est là où, tu vois, un groupe comme Kingfisher, je suis extrêmement reconnaissant. Ouais. Parce qu'il y a un mot qui me quitte pas de l'esprit quand je pense à mes anciens actionnaires, c'est la bienveillance. Il y a un respect de l'entrepreneur. C'est pas un groupe qui a fait 50 000 acquisitions dans la tech, mais c'est un groupe qui a su cultiver le respect et suivre quelque part la volonté de l'entrepreneur. Bon, mais même quand on est loqué, entre guillemets, parce qu'on reste libre de nos choix, de notre temps, et de là où on décide d'y consacrer une partie de sa vie, pour rester 5 ans, c'est bien la preuve qu'il y a ce respect, cette possibilité d'évoluer aussi dans le groupe. Absolument, sinon je serais parti avant. Ouais. Il y a évidemment des hauts et des bas dans l'intégration dans un grand groupe. Hein. On en a parlé, chaque culture, etc. Mais en tout cas, tu as une bienveillance qui est le fil conducteur. Et ça a beaucoup joué. Et ça a beaucoup aidé dans les discussions en 2024 sur le rachat d'Octorénov. Donc, tu veux reprendre Octorénov et en fait, tu vas aussi reprendre Nidelp. Et en fait, mon offre, je la fais sur tout le scope, sur Nidelp et Octorénov. La première offre concerne déjà les 2 boîtes. Où tu commences sur Octorénov. La première discussion que j'ai suit en fait le plan qu'on avait écrit. Le plan initial, c'était Nidelp est cédé à Kingfisher et moi, je fais ma période de transition d'earn-out et ensuite je quitte le groupe et je quitte Nidelp. Donc ma première offre, elle était motivée par l'idée de réentreprendre et de à nouveau innover. Donc c'était plutôt parti sur le rachat d'Octorénov, le nouveau modèle SaaS. Et finalement, je vois qu'il y a quand même de fortes synergies entre les 2 boîtes, notamment sur la base d'artisans qu'on peut mettre à disposition des 2 modèles, notamment toute la connaissance métier qu'on a développée en 10 ans de boîte avec Nidelp, qui sert énormément dans nos logiques métiers, dans nos règles de dispatch, dans nos algos, dans la mise à l'échelle finalement du modèle Octorénov en SaaS. Et donc, je vois une vraie raison de garder les 2 actifs, les 2 boîtes, plutôt que d'isoler Octorénov. Mais tu as beaucoup de repreneurs qui, alors là, 4 ans après, mais ont pas envie de raconter une histoire où ils ont repris une boîte et où finalement elle est repartie dans la foulée. Je pense que là, le souci et la manière dont on a réaligné les intérêts, Kingfisher, ce qu'il voulait surtout conserver, c'est la solution et tout le test and learn qu'on a fait pendant 4 ans avec eux, avec leurs filiales, en adaptant les modèles selon les pays, selon les modèles. Un casto fonctionne pas comme un bricot. Tout ce learning, il fallait le conserver. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que dans le deal de rachat, on a, nous, sécurisé qu'on allait continuer à mettre à dispo nos solutions à l'ensemble du groupe sur des contrats de long terme. Donc, tous les learnings qu'on a mis dans la techno, aujourd'hui, ils sont au service des clients du groupe. Et ça, c'est écrit contractuellement. Donc, nous, ça nous a sécurisé dans le rachat. C'est gagnant-gagnant. Et tu sais que tu as X clients sur 3, 4, 5 ans qui vont continuer à développer la solution, à envoyer des volumes. Et inversement pour eux, ça sécurise les opérations sur la durée. Ça leur permet de capitaliser sur l'investissement qui a été fait, les learnings qui ont été faits. On oublie souvent ça dans l'entrepreneuriat. Le plus précieux, c'est les échecs d'intégration qu'on a eus, plus que les succès. On en a eu plein des succès. On a créé des modèles à prix fixe, on a fait plein de choses super pour les clients du groupe. Tu peux faire installer un robinet pour 99 pounds partout en Angleterre pour les clients B&Q en un clic. Tu mets en panier ton montage, hop, et ça y est, c'est payé et c'est dispatché auprès du meilleur plombier artisan de la zone en Angleterre, sur un pays qu'on a ouvert il y a 2 ans et demi.
c'est quand même assez fou. Ces actifs-là, ces learnings, on les a conservés et on les a sécurisés pour les clients du groupe. T'as l'air de dire que ça s'est fait presque en un claquement de doigts. C'était aussi simple et aussi rapide de reprendre le... Entre je pense la première idée, la première fois où on a évoqué cette idée de carve-out sur une partie du scope et le closing, je pense qu'il y a 9 mois qui s'écoulent à peu près. Ouais. Donc à nouveau la même durée que... Et même montagne russe dans les négos ou pas? Je dirais que non, les négos ont été très alignés, à nouveau beaucoup de bienveillance, comme au moment de la rencontre en fait, hein, beaucoup de bienveillance. Le groupe avait vraiment l'intention de soutenir ce choix-là, donc ils ont vraiment voulu me soutenir dans mon choix de repartir sur un nouveau chapitre d'innovation très fort et d'agilité, et donc les discussions ont été fluides, et même si c'est long, parce qu'il faut quand même que ça fasse son bout de chemin des deux côtés, mais en tout cas on a reçu un gros soutien de nos actionnaires et partenaires. Vous allez du coup faire la reprise en MBO? Ça va être un MBO avec 3-4 de tes managers, c'est ça? Ouais. Donc j'associe les dirigeants de Nidelp, Octorenov, qui sont dans l'équipe depuis avant la session. Donc notre CTO, Jean, Mathieu qui gère la marketplace Nidelp, qui est notre VP côté marketplace, Arnaud qui est notre VP côté Octorenov, SaaS. Et donc là, je les associe au process de rachat. Ça veut dire qu'ils vont quand même devoir s'investir en tant qu'entrepreneur et mettre des billes dans le projet. Ouais. C'est aussi, j'imagine, des négos entre vous. Pas toujours simple à mener non plus. Ouais. C'est des discussions qu'il faut avoir. Ça fait partie aussi de bien s'aligner en tant qu'équipe dirigeante et qui va exécuter la boîte, le plan de développement. On fait rien tout seul. Le one-man show, c'est terminé. Il faut arrêter ça. C'était une expression qui avait été utilisée à l'époque, mais en réalité, ça n'a jamais été un one-man show. Mais j'ai toujours été accompagné par on n'exécute pas seul une boîte. Ça marche pas. Évidemment. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est dingue parce que tu vois, Mathieu, Arnaud, Jean, ils sont toujours là. Ils ont suivi toutes les étapes capitalistiques de la boîte. Et comme tu dis, il était très important d'avoir des discussions saines entre nous. Donc moi, j'ai projeté un peu cette opération de rachat. On a fait ensemble les maths, on a regardé quel était le plan de développement, quelle était la valo aujourd'hui de l'ensemble. Et ce que j'ai fait, c'est que on a fait un deal assez simple. Ils ont pu souscrire en dur au capital pour une partie de leurs shares sous forme d'actions ordinaires. Et moi j'ai émis un plan d'AGA en complément. Des actions gratuites. Des actions gratuites. Qui en fait ont un mécanisme relutif en fonction de la prochaine valorisation qu'on atteindra lors d'un prochain événement de liquidité. Donc voilà, si toutefois on décide avec un palier quand même. Alors voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a estimé que l'ensemble valait X aujourd'hui, et donc toute la valeur qui est créée au-delà de ce X relue le management selon une formule proportionnelle. Donc ça nous a tous convenu. Donc moi, ça me dilue moi, et puis ça relue les managers, et ça permet de s'aligner sur l'idée que la boîte vaut X. Et que vous allez chercher plus haut. On va chercher Y. Voilà. Et c'est plutôt une logique assez saine qui a été discutée et bien reçue, bien accueillie par l'équipe dirigeante. Pour la dernière rubrique, je ne sais pas exactement comment on va faire parce que c'est censé être la vie d'après, donc c'est le moment où l'entrepreneur ferme définitivement la porte de la boîte. Toi, au contraire, tu as rouvert en grand. J'ai mis un grand coup de pied dedans pour la réouvrir. Exactement. Néanmoins, pour aborder cette nouvelle phase de vie, tu as choisi de partir sur Interstellar. On change de dimension. Zimmer. J'adore Interstellar, c'est un film que j'ai vu assez récemment. J'étais passé complètement à côté du film, et j'ai adoré cette idée de changer de dimension. Et le rachat de la boîte, pour moi, c'est bien sûr un changement de dimension. On change de perspective, on repasse du côté de l'entrepreneur qui va devoir innover très fort. Et
J'aime bien cette idée de faire une nouvelle version de l'entrepreneur que j'étais en 2014, un peu naïf, 27 ans quand on a démarré, qui découvre tout sur le tas et avec beaucoup d'excitation. Et en fait repartir vers un nouveau chapitre, mais dans une perspective totalement différente, avec un bagage qui a complètement changé, avec tout ce voyage qu'on a fait en 10 ans, entre la création, la levée de fonds, la cession, l'intégration, et puis le rachat. Fait quand même, tu repars avec beaucoup de succès, beaucoup d'échecs aussi, et donc tu changes complètement de dimension, t'es plus la même personne. Et donc l'idée c'est... Il reste un peu de naïveté sur des sujets. Je pense qu'on entreprend de manière moins naïve, mais ça veut aussi dire qu'on se disperse moins. Je pense que la naïveté d'un entrepreneur de 25 ou 27 ans, ce qui est intéressant, c'est que tu as une énergie interminable, illimitée. En revanche, le revers de ça, c'est le manque de focus. Donc tu vas dans plein de directions. Et c'est un des risques qui est connu dans l'entrepreneuriat, c'est le manque de focus, c'est d'essayer trop de choses en même temps. Il faut essayer plein de choses, mais il faut très vite conclure. Il faut vraiment être dans une logique de test and learn. Ce que tu as fait au tout début avec le babysitting, le jardinier, le bricoleur. Le B2C, ça marche, c'est trop compliqué. Le B2B2C, ça rééquilibre les ratios LTV sur CAC. Il y a un modèle de croissance, il y a un moteur de croissance, on peut appuyer, on y va. Et on lève des fonds pour ça. Là, et donc il faut réussir. Donc voilà. Je pense qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, on est dans une phase moins naïve, plus focus. On n'a pas le même bagage. On a testé beaucoup de choses. Et moi j'aime bien cette idée de se construire ce qu'on appelle le unfair advantage dans la vie. Et je pense qu'aujourd'hui on a créé notre unfair advantage. Il repose sur 2 dimensions. Notre capacité à builder des solutions tech de manière hyper agile, hyper rapide, et notre connaissance de l'univers du retail, avec une approche très verticalisée. Aujourd'hui, je pense qu'on fait partie des acteurs qui ont la connaissance la plus forte sur le métier de l'installation, la communauté aussi d'installateurs la plus dense en termes de maillage dans les 6 pays dans lesquels on opère en Europe. Donc on a cet unfair advantage qui repose sur 2 dimensions et qui nous rend particulièrement attractifs pour les acteurs du retail et qui fait qu'on peut vraiment créer de la valeur. Et tu vois, j'aime bien cette idée qu'on est donc dans un nouveau chapitre, dans une autre dimension entrepreneuriale, plus focus, où on est très identifié et où on est capable de créer de la valeur extrêmement forte pour nos clients. Et c'est ce qu'on est en train de faire sur le modèle SaaS. On est en train d'intégrer la solution chez des gros acteurs du retail aujourd'hui, chez nos anciens actionnaires notamment. Donc ça, c'est un vrai plaisir de continuer à travailler avec le groupe. Et c'est aussi sympa de retrouver finalement des discussions purement de partenaires à clients. Business, business. Et de quitter finalement la dimension capitalistique qui vient en surcouche aussi dans les discussions. Et on est content quelque part d'avoir laissé ça de côté, de se reparler purement business et de continuer plus vite, plus fort aussi, parce qu'on se connaît bien, on sait comment on fonctionne chacun et on est capable d'aller très vite dans les intégrations. Finalement, c'est un peu le retour à la vision du kibbutz. Aujourd'hui, ta vie entrepreneuriale, tu disais mon playbook, c'est une vision pour le monde, et on revient à ce future of work que déjà en 2013 tu défendais, à la fois avec ce que tu fais avec la boîte, mais aussi à travers tes investissements. Ouais. Ça fait partie de ma vision, effectivement, c'est de dépasser juste mon industrie et l'univers dans lequel nous, on bosse au quotidien, le retail, le bricolage, l'ameublement. En fait, nous, on s'investit dans le future of work. C'est-à-dire que, je l'ai dit au début, notre solution, ça permet de distribuer les talents, le travail de chaque individu de manière horizontalisée plutôt que pyramidale. C'est un peu aussi ma revanche personnelle sur cette expérience en M&A que j'avais pas kiffé quand j'étais plus jeune. Le côté trop pyramidal qu'on retrouve dans certains métiers, certains secteurs. Là, tu es sur une approche purement horizontale, sur une vision du futur du travail. C'est Naval Ravikant qui théorise bien ça aujourd'hui. Ce que tu expliquais tout à l'heure, oui. Un entrepreneur connu dans la Silicon Valley, indo-américain, qui a fondé AngelList,
Twitter, qui a investi dans Twitter et qui a été un des gros investisseurs, des gros succès de la Silicon Valley. Et lui, aujourd'hui, te dit, le futur, c'est vraiment les créateurs et les indépendants. Et c'est ce qui fait que potentiellement, les organisations internaliseront moins de ressources que par le passé. Et c'est un moyen aussi de gagner sa liberté. Moi, je crois qu'il faut compléter ce discours. Souplesse, oui, bien sûr. Voilà, et l'idée, c'est aussi de compléter ce discours de liberté, de champ des possibles autour du future of work et des freelances, avec un discours aussi soucieux, je pense, du cadre social qu'on peut construire pour les freelances. Dans cette rubrique un peu de fin de Cash Out, souvent on aborde, alors, régulièrement en tout cas, une phase un peu de solitude parce que ton téléphone sonne moins, parce que t'as plus la boîte, ton agenda est moins rempli. Bon, toi, c'est pas du tout le sujet aujourd'hui. Ce qu'on aborde aussi parfois, c'est la notion plus patrimoniale. J'ai du cash qui est rentré. Alors, peut-être que tu as refait all-in complet, peut-être pas. Comment toi, aujourd'hui, tu as alloué ton patrimoine? Est-ce que tu as une stratégie là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose en fait que tu regardes de très loin parce que tu n'as pas le temps de t'y consacrer? C'est quoi un peu ton approche et les... Mon approche, moi, j'aime quand même l'idée d'investissement, l'idée d'investir dans des actifs. Je suis assez convaincu par ça et j'aimerais que un maximum de monde puisse accéder à cette démarche d'investir. Ça a plein de vertus. L'investissement, tu fais confiance à d'autres gens que tu juges être meilleurs que toi dans leur domaine pour exécuter leurs idées et leurs strates dans leur secteur. Donc, tu fais confiance à d'autres gens. Tu empower des gens. Donc, tu peux aussi investir dans la vision du monde que toi, tu as envie de supporter. Et donc, c'est ce que je fais. J'investis dans des modèles qui poussent le futur du travail. Donc, où j'accompagne aussi des entrepreneurs en tant que membre de leur board pour leur faire gagner du temps sur les quelques learnings que j'ai pu faire, moi, dans mon industrie. Donc, je le fais avec une boîte qui s'appelle Tilly, par exemple, qui est une marketplace de couturiers. Qui s'intègre aussi chez les retailers. Donc, c'est très, très proche du modèle de croissance de Nidelp. On a 2050 qui est investisseur dans la boîte, avec Marie Eklund et Olivier Mathieu, qui est au bord de la boîte. Et qui est co-animateur de 40 nuances de Next, un autre de nos podcasts. Voilà. Donc, Tilly, un modèle que je soutiens fermement et avec voilà, beaucoup de soutien pour Beryl et Antoinette, les fondatrices. Et j'ai aussi soutenu d'autres modèles qui sont sur le futur du travail. Je suis en train d'investir dans une boîte de freelance qui est en cours de levée en ce moment. Enfin voilà, j'ai fait une vingtaine d'investissements depuis 2020, depuis la session de Nidelp. Et il faut contrebalancer aussi les investissements qu'on fait dans les startups, dans la tech, qui sont quand même des investissements risqués. Hein. Toutes ne vont pas aller forcément à bon port. Donc j'ai fait aussi un peu d'immobilier. Et j'essaie toujours d'avoir une sorte de fil conducteur dans ce que je fais. Là, j'ai investi dans des locaux commerciaux et qui sont pour la plupart loués à des retailers. Donc on reste à nouveau dans le commerce de proximité. Mais en tout cas, c'est un univers que je commence à comprendre dans sa logique économique. Et j'aime bien l'idée de le redécouvrir, mais sous un angle un peu différent. Encore un peu différent. Alors je crois que tu es jeune papa, donc c'est peut-être pas le moment encore où ils peuvent projeter le patrimoine familial, mais est-ce que tu as déjà une stratégie vis-à-vis de l'éducation que tu veux donner à tes enfants par rapport au patrimoine que tu as pu générer et que tu vas continuer de générer a priori? Oui, bon, moi si tu veux... En fait, pour être honnête, je vais te dire quelque chose de simple. Déjà, moi, j'ai pas vendu ma boîte 300 millions, hein, donc on a fait un très beau bout de chemin, mais j'ai toujours beaucoup d'humilité vis-à-vis des choses. Et par ailleurs, je vais rappeler un truc bête et simple, mais l'argent, quels que soient les montants dont on parle, ne fait absolument pas le bonheur. Et ça, c'est quelque chose que je tiens à inculquer à mes enfants. D'ailleurs, c'est une question qui me travaille souvent. Je me dis comment tu inculques surtout l'envie, la passion, le sens de l'effort, de l'investissement
C'est des valeurs qui sont clés à transmettre. J'y crois vraiment dur comme fer. Tu peux amasser autant d'argent que tu veux dans ta vie. Je pense que ça t'apportera un bonheur très très relatif. À l'inverse, si tu fais des projets avec passion, avec résilience, avec engagement, avec conviction, avec des valeurs qui sont fortes, avec une vision du monde, je pense que tu trouves un fil conducteur qui te rend particulièrement heureux dans la vie. C'est plus durable. Et plus durable, ouais. Donc, pour répondre à ta question, je leur transmettrai ce que je leur transmettrai. J'ai pas la réponse, on verra au bout sur la ligne d'arrivée. Mais surtout avec le souci d'une éducation positive. Et des valeurs que tu viens d'évoquer, ouais. Avec le sens de l'effort. Et puis voilà, l'envie de s'investir dans une passion. Bon, écoute, c'est un échange sans effort pour moi. C'est un vrai plaisir de te recevoir. Tu sais qu'il y a une dernière musique, c'est celle de la célébration. Donc peut-être celle qui évoque le plus le deal que tu dis ne pas avoir célébré. Ouais, confinement, je l'ai célébré chez moi, en famille. Et donc on va partir avec, c'est peut-être pour ça, Shadow Music. Pourquoi ? En fait, c'est Home, le titre, et j'ai fêté le deal chez moi à Noël, en décembre 2020. On signe en novembre et on fait les fêtes de Noël à la campagne en famille. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai le sentiment d'avoir 2 maisons ce jour-là. Je suis chez moi en train de fêter le deal en famille, ce qui est probablement la meilleure manière de fêter les choses. Et en même temps, mon esprit, il est déjà avec Kingfisher dans le plan de rollout en fait du BP qu'on a écrit. Et j'ai quand même l'impression d'être aussi chez moi dans cette nouvelle maison qui est Kingfisher, qui m'accueille avec bienveillance. On en a parlé. Donc voilà, Home, c'est un peu ce nouveau chapitre où il faut bâtir un nouveau moteur de croissance, mais avec une maison qui m'accueille aussi, quoi. Et cette maison, il va falloir la travailler, peut-être faire un peu de bricolage. Et pour ça, il y a une solution toute faite qui s'appelle Needhelp. Allez voir. Un énorme merci à toi, Guillaume, pour le partage. Et peut-être à très bientôt pour de nouvelles aventures. Avec plaisir, merci de m'avoir reçu. Et merci à vous toutes et tous de nous suivre. Normalement, toujours plus nombreux, à moins que les chiffres soient catastrophiques dans le mois qui vient. Mais a priori, vous êtes toujours plus nombreuses à nous suivre. Donc merci, n'hésitez pas à partager ces aventures entrepreneuriales.